Nous allons reprendre. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre à présent. Nous allons avoir donc une dernière table ronde avant de céder la parole à Pierre Manant pour une intervention d'allocution individuelle. Donc, cette table ronde est consacrée au pluralisme éducatif et à l'égalité des chances. Donc, on reste dans la même thématique toujours que ce matin. J'ai le plaisir donc de pouvoir donner la parole d'une part au député Maxime Michelet, qui nous fait le plaisir de nous prêter sa capacité d'analyse sur le sujet en tant qu'élu, mais aussi en tant qu'historien. Vous me direz qu'il a un nom qui s'y prête. Et en plus, il est spécialiste du Second Empire. Alors bon. Mais aussi, donc, j'ai la chance de pouvoir donner la parole au président de la FNOJEC, Pierre-Vincent Guéret, qui a aussi une expérience de terrain très importante par ses activités dans le médico-social. Et il y a beaucoup d'enseignements à tirer du médico-social au profit du secteur éducatif, enseignements qui sont malheureusement pas assez tirés. Donc, on a cette école libre, bien sûr, et souvent, on veut nous faire croire qu'elle joue contre l'égalité. Mais est-ce qu'au fond, elle n'introduit pas des atouts pour donner plus de justice, pour donner à chaque enfant la possibilité de réussir? Et est-ce qu'au fond, ce n'est pas par le pluralisme, au moins tel que vous le constatez à l'hémicycle et sur le terrain, qu'on peut améliorer l'égalité des chances en France? Merci beaucoup, Madame Coffinier, tout d'abord de donner la parole et l'opportunité à un jeune parlementaire de parler devant un si prestigieux aéropage. Je suis aussi non seulement député de la Marne, mais en effet aussi président du groupe d'études, coprésident du groupe d'études avec ma collègue Sophie Laurence Roy dédié à l'enseignement privé au sein de l'Assemblée nationale. Alors, sur votre question, je commencerai déjà par répondre, par interroger la notion de pluralisme. Le pluralisme, cela veut dire qu'il y a un autre modèle. L'autre modèle, c'est le modèle monopolistique. Alors je répondrai, et vous l'avez rappelé que j'étais historien, je répondrai sur un plan philosophique, un plan historique, et j'en déduirai une conséquence politique. Sur le plan philosophique, déjà, et tout à l'heure en introduction, M. de Lestrange a évoqué que la liberté est une valeur française. Je crois que c'est une passion française même. D'ailleurs, très heureux que Frédéric Bastiat ait été évoqué, on l'oublie trop souvent. C'est une passion française, et cette liberté, c'est la meilleure façon, je crois, d'organiser notre société, et c'est pourquoi nous sommes à l'UDR des libéraux convaincus. Historiquement, je voudrais faire un rapide rappel sur la constitution du monopole et le fait que ce monopole, qu'aujourd'hui, dans notre société, nous considérons, pour beaucoup trop d'entre nous, comme acquis, comme une évidence quasiment révélée, ce monopole a une histoire. Il n'a pas toujours été en place. Avant la Révolution, il n'y a pas de monopole, évidemment, de l'État. C'est l'Église qui exerce davantage le pouvoir éducatif que l'État. C'est durant la Révolution que les choses vont se décanter. Il y a une proposition, d'ailleurs, de M. Lepelletier de Saint-Fargeau qui propose tout simplement de prendre les enfants à 4 ans, je crois, de les mettre dans des camps et de les enlever à leur famille parce qu'il faut libérer l'enfant de la famille. Heureusement, c'est Condorcet qui gagnera le combat contre Lepelletier de Saint-Fargeau. Mais ensuite, et je vais avoir là un peu de tristesse quand même à dire qu'une partie de nos malheurs sont liés à l'empereur Napoléon. Napoléon, en 1806, crée l'université impériale, qui est donc en fait l'ancêtre de notre éducation nationale, qui va constituer ce monopole étatique de l'éducation. Et à l'époque, lorsque Napoléon décide de le faire, autour de lui, déjà, on lui dit « mais faites attention, vous allez constituer une puissance au sein de l'État qui est particulièrement redoutable ». Et Champagny, son ministre de l'Intérieur notamment, lui attire l'attention sur le fait qu'il est en train de créer une puissance qui peut demain dicter l'opinion de la population. Alors l'empereur va justifier l'université impériale en considérant qu'au sortir de la Révolution, la société est désorganisée, il faut donc la réorganiser, et donc on a besoin que l'université soit organisée comme une armée, comme un corps quasiment militaire qui remette les choses dans l'ordre. Mais ensuite, tout au long du XIXe siècle, eh bien, ce monopole va être combattu. Vous l'avez dit, je suis historien du Second Empire, je suis notamment historien aussi de la Deuxième République. Et sous la Deuxième République, il y a une loi fondatrice de la liberté scolaire qui est la loi Fallou. Et quelque chose que j'aime toujours à rappeler sur la loi Fallou de 1850, c'est qu'au tout début de ce processus, Adolphe Thiers, qui est donc celui qui va présider à tous ces débats, Adolphe Thiers va vouloir transférer le monopole de l'État à l'Église.
Ce qu'ils souhaitent, en fait, c'est que le monopole soit assuré par l'autorité ecclésiastique, considérant d'ailleurs qu'il faut remettre la société en ordre en donnant le monopole éducatif à l'Église. Et l'Église va répondre, notamment par la voix de Monseigneur Dupanloup, à qui nous devrons ensuite la liberté de l'enseignement supérieur en 1875. L'Église va répondre, mais absolument pas, on ne veut surtout pas de monopole, ne nous donnez pas le monopole éducatif. Une des vertus, ce sera la vertu de la liberté, c'est la liberté scolaire, c'est le pluralisme qui nous permettra de parler au plus grand nombre de territoires, de parler au plus grand nombre de Français, de parler au plus grand nombre de familles, de permettre aussi à ce que la liberté scolaire ne crée pas, c'est un élément, je pense, essentiel aujourd'hui dans notre société, ne crée pas de tension entre les figures d'autorité que sont la famille et l'école. Aujourd'hui, vous avez des familles qui placent leurs enfants dans des écoles qui vont enseigner à leurs enfants des valeurs contraires aux valeurs de la famille. Mais dans ce cas-là, comment se positionne cet enfant? Comment se positionne-t-il entre l'autorité de l'école et l'autorité de la famille? Il finit forcément par en rejeter l'une des deux. Il ne peut pas y avoir deux autorités contradictoires. Et donc, il y a cette liberté qui a une vertu, en effet, une vertu, je crois, de cohésion sociale aussi. Une vertu de cohésion sociale qui est une vertu qui crée moins de conflictualité entre les familles et l'école. Et ce monopole, surtout, n'a aucun fondement philosophique, car en fait, l'éducation nationale ne me semble pas, et en tout cas ne semble pas à ma famille politique, relever du domaine régalien de l'État. Donc il n'y a aucune raison que l'État s'arroge le monopole de l'éducation. L'éducation, c'est très important, personne ici ne dira le contraire, mais ce n'est pas parce qu'un sujet est important qu'il est régalien. L'agriculture, c'est essentiel, on a tous besoin de manger, mais pour autant, on ne va pas demain collectiviser les fermes et les paysans. Ça s'appelle le communisme. Ça s'appelle le communisme, exactement. Et ça me permet d'aller à la conclusion de ma démonstration, c'est que ce monopole, il faut vraiment s'en méfier, et ça rejoint ce qu'on avait dit à l'empereur Napoléon lors de la création de l'université impériale. Il faut faire toujours attention dans les mains de qui ce monopole et cette puissance peut tomber demain. Et moi, quand je vois aujourd'hui à l'Assemblée nationale les attaques en règle menées par la gauche et par l'extrême gauche contre la liberté scolaire, contre l'enseignement privé, et principalement derrière l'enseignement privé, en réalité l'enseignement catholique, qui les dérange tout particulièrement, dans cette offensive permanente de la gauche et de l'extrême gauche contre la liberté scolaire, il faut bien avoir conscience que ce qu'ils veulent, c'est conserver le monopole, que le jour où ils arriveront au pouvoir, ils veulent avoir cet outil extraordinaire qu'est le monopole scolaire. Et si demain ils détruisent la liberté scolaire, la liberté d'enseignement, cela veut dire qu'il n'y aura plus aucune marge de manœuvre, en effet, pour essayer de créer des contre-feux à ce monopole scolaire qui risquerait de devenir un monopole idéologique. Vous avez parlé d'or, mais j'aurais une question peut-être complémentaire à vous poser. Comment expliquez-vous que la droite, au sens large, soit à ce point désintéressée de l'éducation? Nombreux parmi les députés m'ont dit, écoutez, ça fait à peu près 30 ans qu'on est à la remorque de la gauche, on ne s'occupe plus d'éducation. Comment c'est possible quand on sait à quel point c'est central, à quel point c'est central pour nos libertés et pour l'avenir de notre pays? Comment c'est possible ce désinvestissement? Alors je crois qu'il y a deux raisons. Alors la première raison, c'est déjà que l'éducation nationale est dominée par des syndicats qui ne sont pas de droite, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une litote qui cogère en grande partie l'éducation nationale. Et donc il y a eu pendant très longtemps, comme je vous le disais, cette logique monopolistique est très ancrée dans notre psyché collective. Les Français sont à peu près convaincus que l'éducation relève de l'État et que l'État doit assurer l'éducation. L'État doit assurer l'égalité, pour revenir sur notre thème, l'égalité d'accès à l'éducation et le droit à l'instruction, qui est un droit qui d'ailleurs a été inséré dans la Convention européenne des droits de l'homme dans sa partie additionnelle en 1952. C'est ce droit d'accès à l'instruction qui doit être protégé. Mais nous avons tellement en nous cette assurance, cette certitude que l'État doit exercer le monopole éducatif que la droite a eu du mal à en sortir. C'était un peu d'ailleurs une conséquence de l'hégémonie culturelle fondamentalement de la gauche sur l'échiquier politique et de manière générale sur la culture politique française. Et le deuxième élément, à mes yeux, conséquence de la première, c'est que nous avons trop longtemps, et c'est pour ça que je suis très heureux d'être ici, parce qu'on pose la question de la liberté scolaire et de la liberté, et on peut aller jusqu'au bout de la chose. Et la liberté, il faut l'aimer passionnément, donc il faut l'aimer totalement. Nous avons trop longtemps voulu changer le système de l'intérieur du système
en espérant qu'en arrivant à la tête du système, on puisse modifier paramétriquement des choses et qu'on modifierait le système et qu'on corrigerait les défaillances du système. En réalité, aujourd'hui, le système, par exemple, c'est un exemple tout bête, il n'est pas de droite, mais M. Allègre, quand il a voulu dégraisser le mammouth, il n'y est pas arrivé. Parce qu'en fait, le système est aujourd'hui plus fort que l'autorité politique. Il n'y a pas que dans ce domaine, d'ailleurs, que l'autorité politique est désormais plus faible que l'autorité administrative. Et donc, la force de la liberté, c'est de rebattre les cartes et de rendre, en fait, puisque l'autorité politique, qui est censée être l'autorité des Français, de la souveraineté française, n'arrive plus à s'exercer sur ce corps administratif qui s'est autonomisé. Et au-delà du monopole éducatif de l'État, maintenant, on a un monopole éducatif des syndicats d'enseignants dans l'éducation nationale. Eh bien, il faut rendre la parole aux Français, il faut rendre la liberté aux familles par diverses mesures que notamment vous défendez très bien avec la Fondation Kairos. Il faut revenir aux Français par la liberté. Lorsque les Français auront récupéré cette liberté d'éducation et d'instruction de leurs enfants, je crois, mais c'est parce que je suis libéral, je crois que la libre concurrence et la libre structuration du marché scolaire, si vous permettez cette expression, eh bien, mènera à l'émergence d'un système éducatif qui ressemblera aux attentes des familles françaises et aux besoins des enfants français. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous. Une question un petit peu directe, dont je suis coutumière. Est-ce que vous trouvez que le réseau des écoles libres catholiques, en l'occurrence, puisque vous êtes responsable de l'AVNOJEC, est-ce que ce réseau-là aime assez les libertés? Est-ce qu'il en prend assez soin? Est-ce que ça ne s'est pas un petit peu technocratisé tout ça? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour libérer justement cette approche avec ce caractère propre au niveau de chaque établissement, d'une énergie locale? Comment vous voyez les choses en termes de conscience de cette liberté, goût de cette liberté, respect de cette liberté? Alors l'avantage de ce type de journée, c'est que ça permet de prendre un peu le temps de la réflexion. Je pense que très honnêtement, il y a deux niveaux de réponse. Le premier, c'est le niveau réel. Ce débat, les débats d'aujourd'hui, ne concernent peut-être pas un certain nombre de chefs d'établissement qui pratiquent la liberté avec le choix des familles. Et l'enseignement catholique sous contrat a la chance d'être présent sur tous les territoires. Donc le prisme centralisateur parisien ou les grands exemples qu'on connaît et qui sont des très beaux exemples ne doivent pas faire oublier qu'il y a une flopée d'écoles de toute taille sur tout le territoire et que la liberté scolaire, elle s'incarne tous les jours. C'est quel service rend-on, la qualité de l'éducation. On ne rentre pas dans un débat idéologique, on a une réalité matérielle. Plus on va s'élever, plus on va rentrer dans des débats idéologiques. Et sur ce point, je souhaiterais faire juste une incise, en fait, puisque si l'on voit qu'on discute, ou on discutaille parfois, sur telle inflexion ou telle inflexion, en arrivant ce matin, je me demandais, j'avais deux méthodes. Alors en fait, comme je ne sais pas choisir, j'ai pris les deux. La première, c'est qu'en fait, je pourrais me taire en vous invitant juste à lire une chose, alors qui anticipe de cette année votre propos, mais qui montre qu'on n'a pas beaucoup progressé. En 1843, vous avez Montalembert qui écrit, alors la France était catholique, ça s'appelle « Du devoir des catholiques dans la question de la liberté d'enseignement ». Vous avez 16 pages à lire, ça vous prendra une demi-heure. Et tout est posé. Tout est posé. À l'époque, c'était le monopole de l'université. Et la question était, que fait-on face à ce monopole? La question de la liberté était là. On relit les pages de principes et de détails sur l'Assemblée. Vous mettez ça en 2025, les choses n'ont pas changé. La question fondamentale est là. Or, il y a trois prismes idéologiques qui me semblent nécessaires de trancher avant d'avancer. Parce qu'en fait, quelles que soient les orientations actuelles, on ne revient pas sur les problèmes fondateurs. Le premier, c'est le rôle de l'État, et le rôle de l'État schizophrène. Est-il stratège ou opérateur? Vous évoquiez mon expérience sur le médico-social, j'invite à s'interroger. Dans le médico-social, ça fonctionne comment? Vous avez des autorisations d'exercer qui s'appliquent à l'ensemble des établissements, qu'ils soient hospitaliers, territoriaux, associatifs, lucratifs. Et l'on voit bien, avec quelques scandales de ces dernières années, l'État tenter de reclarifier son rôle. Est-il celui qui autorise ou celui qui opère? Et comment faire pour contrôler quand mon propre opérateur, c'est-à-dire moi-même, n'y arrive pas? C'est pas simple d'être schizophrène. Toute ressemblance avec nos propres problématiques est évidente. Et il faut trancher cela. Si vous prenez le deuxième choix, évidemment, vous êtes dans quelque chose de prométhéen, c'est-à-dire que vous allez matrixer, comme on dit, une population. Voilà. Et c'est ce que vous appelez le monopole.
Le deuxième sujet idéologique, mais qui sont des vrais sujets politiques probablement, ce qui n'est pas mon expertise, contrairement à vous, c'est l'égalitarisme. Je dis bien l'égalitarisme. L'égalitarisme, c'est un destructeur de succès et de liberté. On évoquait d'ailleurs un certain nombre de choses tout à l'heure. L'IPS. L'IPS est une arnaque profonde si l'on prend la valeur absolue. L'IPS est l'indicateur de positionnement social qui, en fonction de votre déclaration de situation, permet de donner des points et de qualifier l'établissement par la moyenne des points des élèves, avec deux petites blagues très rigolotes. Si vous êtes une femme, c'est 30 points quand vous n'avez pas d'emploi, mais un homme, c'est 60 points. Si vous êtes chef d'entreprise, c'est 140. Et si vous êtes enseignant, c'est 157. Parce qu'il y a quand même une hiérarchie psychologique dans la qualité des personnes. Non, mais au-delà de la blague, c'est une réalité. C'est-à-dire que nous distribuons des postes sur la base de cette chose, qui est une déclaration. Déclaration. Voilà. Alors, dans l'enseignement sous contrat, comme vous devez transmettre vos frais, vos impôts sur le revenu, vous donnez vos papiers. Mais quand dans le public, vous ne le faites pas, si vous mettez 0, c'est 60. Hein. Là, on a un problème bureaucratique. Hein. Le sujet des IPS, c'est pas ça. Le sujet des IPS, c'est a-t-on dans un établissement l'ensemble de la population du territoire représentée? Ça a été très bien dit tout à l'heure. Je ne peux pas avoir le même IPS à Guéret dans la Creuse ou dans le 16e ou 17e arrondissement. Et puis c'est comme ça, c'est la vie. Bon. Cet égalitarisme, il est un problème parce qu'il écrase en fait. Et le troisième prisme idéologique, c'est l'oubli de la primauté des parents. La liberté des parents, c'est de choisir le mieux, de ce qu'ils pensent être le mieux, avec leur façon de penser, leur éducation et leur réalité, pour leur enfant. J'insiste bien sur leur enfant. Si vous changez ça, ça n'est plus votre enfant. Jusqu'au travers profond que vous avez évoqué, on arrive sur un système soviétique ou semi-soviétique. Et donc, cette idée que le déterminisme de l'enfant, il faut l'arracher, n'est pas portée dans l'enseignement catholique. C'est pas ça. Les parents sont les meilleurs à choisir. Ils peuvent se tromper, mais ils en sont responsables. Et tout l'enjeu de l'égalité, c'est de les éclairer et de ne pas les arnaquer par des biais de moyens qui empêchent d'avoir des libres choix. Et si vous... Je termine juste sur ce point. On n'a pas, si je pose ces trois principes, à faire jouer à l'école un rôle qui n'est pas le sien. Et encore tout à l'heure, dans la qualité des propos évoqués, on peut entendre, si vous reprenez mes 3 points, des sons de cloche sur lesquels il y a un choix idéologique à poser. Quand on dit « nous devons adapter les enfants aux besoins des entreprises d'aujourd'hui », est-ce que c'est le but? Nous devons former du citoyen, est-ce que c'est le but? Nous devons résoudre les problèmes de ségrégation, éviter des ghettos, est-ce que c'est le but? Ça, c'est un but politique. L'école, on ne va pas lui faire jouer. L'école a un but d'instruction pour former des gens éclairés, permettant qu'ils soient des adultes responsables. Après, ils choisiront leur vie. Et ce point-là est présent dans l'enseignement catholique, comme il est présent dans l'enseignement juif, comme il est présent partout, normalement. Il est présent aussi en conscience, je pense, c'était la qualité du sondage de ce matin, chez les parents qui choisissent le public, parce que cette opposition brutale de mode de gestion, en fait, n'est pas forcément une opposition idéologique. Mais si on ne le rappelle pas, on fait des mauvais choix. Et là où il n'est pas présent, et là où il y a un vice, peut-être, certainement, et si vous relisez Montalembert, les mécanismes du vice sont parfaitement décrits, c'est dans les modalités administratives de la gestion. Et donc, pour répondre à votre question, après ma longue périphrase, à la question, le 80-20 est-il un mode d'endormissement de l'enseignement catholique sous contrat et a-t-il trahi son âme, en fait? Ma réponse est non. Mais 80-20, c'est un pipeau. On a dit que c'était pas une règle. C'est pas non plus une réalité. Hein. Ça s'appelle, en fait, on est passé à 17 plutôt que 20. Deuxièmement, la grande diversité des établissements de l'enseignement catholique sous contrat est une réalité. Et fort heureusement. Donc il y a une pluralité dans l'enseignement catholique sous contrat. Moi qui suis lyonnais, en fonction du profil que, en tant que parent, avec toutes les défaillances parentales qu'on peut avoir de mes 5 enfants, ils n'ont pas été dans les mêmes établissements. Bon, ils sont quand même tous allés dans l'enseignement catholique, c'est un principe. Mais parce que les établissements ne sont pas porteurs d'un projet adapté à chacun d'entre eux. Selon moi, avec toutes les erreurs. Mais si les parents se trompent, au moins ils sont faits pour ça. Le problème qu'on a, c'est qu'un certain nombre de territoires ou un certain nombre de zones sur lesquelles il y a une régulation trop forte ne proposent pas aux parents le panel. Et ça,
c'est un principe qui tue la liberté, mais qui tue l'égalité. Et il ne peut pas y avoir pour moi de choix entre égalité et liberté. Il ne peut pas y avoir d'égalité s'il n'y a pas de liberté. Sinon, c'est un écrasement, un moule qui nie les réalités des enfants. Et puis, dernier point, parce que je suis très bavard, nous parlons de masse, or un enfant est un enfant. Et la question fondamentale, c'est la personnalisation de l'approche. Et la personnalisation de l'approche, qui est un grand sujet pédagogique, ne peut passer que par la liberté. Ça ne marche pas si vous considérez les enfants comme des blocs de 30 ou de 35, suivant les zones, comme un tout commun qu'il faudrait niveler. Ça ne marche pas. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je vous propose de réagir à son intervention. Oui, alors ce qui est important, vous disiez, si les parents font des erreurs, ils sont là pour ça. Et c'est vrai que vous avez raison, c'est responsabiliser aussi les parents. C'est leur responsabilité de choisir le mode d'éducation de leurs enfants. Et il y a dans le monopole une forme de déresponsabilisation absolue. En fait, tout problème éducatif, c'est le problème du prof, en fait. C'est le problème de l'école. Tout ça sera réglé à l'école. Et d'ailleurs, maintenant, l'éducation nationale porte même un modèle où on prend les enfants quasiment à 2 ans maintenant. Puis on les prend de 7h30 à 19h30. À peu près, on le prend vraiment toute la journée. On le prend totalement en charge. Vous parliez de pluralisme scolaire pour correspondre à la diversité des situations. Je vais prendre 2 exemples. Un que j'ai évoqué en hémicycle, un qui concerne ma circonscription. Vous avez parlé tout à l'heure de l'IPS. Et moi, dans ma circonscription, j'ai un collège qui va perdre une classe de 3e, alors que sa démographie est assez stable en réalité. Et de manière générale, le bassin démographique est assez stable, voire en dynamique, mais il perd quand même une classe. Classe qu'on rouvrira peut-être dans 2 ans, c'est bien, ça ne fait pas perdre d'argent à l'État, ce type d'aller-retour. Mais surtout, le principal argument, c'est le collège a un IPS assez élevé, parce que je suis député de la Marne et député du vignoble champenois. Donc oui, les IPS sont sans doute un peu élevés dans le vignoble, on peut le dire. Mais dans la ruralité, si on regarde que par le biais de la statistique de l'IPS, mais on manque plein de données. En ruralité, les enfants, par exemple, ils font des fois 30-40 minutes de bus. Et ça, c'est pas du tout pris en compte dans ce qu'est une école rurale. On ne comprend pas que si on ferme une classe, ils vont devoir aller peut-être encore plus loin. Donc le seul biais statistique du milieu social est une arnaque et surtout une façon de percevoir la spécificité des enfants, la spécificité des familles, d'une manière quand même, de manière très marxiste, il faut le dire, c'est juste on classifie, on fait des classes, et voilà, et en fonction il faut qu'on mélange des différentes classes dans les mêmes établissements. Donc il n'y a pas ce choix politique de se dire, on va porter une politique en faveur des campagnes. Et oui, dans les campagnes, il y a moins de population, mais ils mettent plus de temps. C'est plus difficile pour les familles de s'organiser. Des fois, la nourrice du plus petit va être dans le village d'à côté, il faut l'emmener ensuite dans l'école, aller au travail dans une autre. Il faut quand même faciliter aussi la vie des Français qui choisissent de vivre à la campagne, et notamment en portant un modèle éducatif rural qui permet aux écoles rurales de rester dans les campagnes, car c'est bien simple, vous fermez une école dans un village, le village mourra dans les 50 ans. La démographie va baisser, les familles ne s'installeront plus, le village disparaîtra. Donc nous devons maintenir nos écoles dans nos ruralités pour que tous les enfants de nos ruralités aient aussi une égalité d'accès, une égalité de chance, une égalité d'accès à un modèle éducatif. Et il y a notamment des écoles libres, des écoles hors contrat, comme on dit, qui font ce travail. Et je pense notamment à l'Excellence Ruralité qui déploie des écoles libres dans nos campagnes. Et le deuxième point, mais qui est cette fois-ci une question que j'ai traitée à l'Assemblée nationale, c'est la question de l'inclusion scolaire. Aujourd'hui, dans la question de l'inclusion qui s'est ouverte il y a 20 ans avec la loi de 2005, on porte de nouveau un modèle unique. Le modèle unique de l'inclusion en milieu ordinaire. C'est-à-dire que tous les enfants en situation de handicap doivent être insérés en milieu ordinaire. On déploie des dizaines de milliers d'AESH, qu'on ne forme pas d'ailleurs au passage. Mais donc on fait monter les statistiques, on dit regardez, on inclut les gens. Mais à la fin, est-ce qu'un jour on va évaluer la réussite de cette inclusion? En réalité, on le voit par exemple en Angleterre où le modèle est tout à fait différent. Ce dont les familles d'enfants en situation de handicap ont besoin, ce n'est pas d'une idéologie qui impose un seul modèle à une grande diversité. Il y a un domaine dans lequel les enfants ont une grande diversité, c'est bien celui des enfants en situation de handicap. Ce n'est pas leur rendre service que de dire vous serez tous en milieu ordinaire et vous aurez des accompagnements qui ne sont pas suffisants en plus pour
pour pallier ça. Et donc ils subissent souvent des violences psychologiques, des fois physiques, tout ça parce qu'il y a une idéologie qui veut à tout prix qu'ils soient en milieu ordinaire. Et dans ces temps-là, on n'ouvre plus de place en IME, on n'ouvre plus de place en institut spécialisé, les listes d'attente s'allongent. La vraie liberté, de nouveau, ce serait un pluralisme. Et là, pareil, dans les instituts spécialisés, l'enseignement privé fait un travail très important. La vraie liberté, c'est d'avoir deux modèles. Une inclusion en milieu ordinaire pour les familles qui jugent que le milieu ordinaire est favorable à leurs enfants, dans leur spécificité, et puis aussi des places dans les instituts. Et à la fin, c'est les familles qui choisissent. Ce ne sont pas les idéologues, les syndicats qui choisissent. Ah non, mais tous les enfants en situation de handicap, même certains handicaps très lourds, c'est en milieu ordinaire. Et quand on voit en Angleterre ce système-là est en place, il y a une inclusion en milieu ordinaire qui est possible, il y a des instituts spécialisés qui sont solides. Et bien à la fin, quand les familles ont le choix, elles font le choix du milieu spécialisé. Parce que les familles jugent que ce milieu spécialisé est plus attentif à la spécificité de leur enfant, à la spécificité parfois du handicap aussi, parce que tous les handicaps ne se ressemblent pas par définition. Et donc ce pluralisme scolaire, c'est aussi vis-à-vis de l'inclusion scolaire une chance, car elle répond en effet à cette égalité d'accès à l'instruction et à l'éducation qu'on doit garantir à tous les enfants dans leur spécificité. Je vous remercie. Je vous demande de préparer vos questions. Je pose une dernière petite question. Et n'hésitez vraiment pas à poser plus de questions que tout à l'heure, parce que c'est aussi comme ça qu'on construit une réflexion collective. Je voudrais vous poser la question du que faire. Vous avez posé un constat fin, tous les deux, et assez complémentaire. Maintenant, est-ce qu'il faut se résoudre à faire des constats, après des constats dans des colloques, des rapports et des articles, ou bien est-ce qu'on peut construire une stratégie réaliste, qui soit pas trop longue, même si bien sûr l'éducation c'est le temps long? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement maintenant pour améliorer à la fois la qualité et la justice de notre système, c'est-à-dire sa capacité à répondre à la variété des besoins dans le respect des attentes légitimes des parents? Deux niveaux de réponse. Il y a la question dans le système actuel, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la deuxième, c'est est-ce qu'on peut changer le système? C'est mon côté pragmatique et révolutionnaire. Sur le côté pragmatique, aujourd'hui, il y a une réalité de diversité qui ne noue pas assez de liens. On ne noue pas assez de liens entre le contrat, le hors-contrat, pour porter cette liberté scolaire, y compris d'ailleurs avec le public sur la question de l'autonomie des projets d'établissement. Donc là, il y a une lame de fond, c'est plus on autonomisera les établissements, plus ils s'adaptent. Ils proposent une adaptation à la réalité des enfants, donc il y a du choix, et s'il y a du choix, c'est bon. La deuxième chose, et ça Montalembert le rappelait déjà, mais depuis Montalembert on a un peu glissé, on est moins sur les combats politiques, on est sur des combats vicieux. C'est le détail de la technocratie, et je vais juste vous donner un exemple. On le fait le reproche à l'enseignement catholique sous contrat depuis quelque temps d'une absence de mixité. Alors en ayant sorti des chiffres, sorti 3-4 exemples par-ci par-là, en oubliant que dans certains cas il n'y a que l'enseignement catholique sous contrat. Bon, bref, je ne vais pas ouvrir ce... Mais le financement, qui est un sujet fondamental, est beaucoup plus facile à porter dans le sous-contrat que dans le hors-contrat. Le financement public, qui est censé être basé par la notion de forfait, non, je ne prends pas les subventions, le financement public, sorti des communes, sorti des régions et des départements. Pour les régions, vous avez un écart de 1 à 2 dans les forfaits qu'on constate. Pour les départements, vous avez un écart de 1 à 5 de mémoire. Et pour les communes, là c'est le festival. On a des communes, la plus basse, elle donne 100 € par an, et la plus importante donne 2800. On a donc un écart de 1 à 28 d'argent public dépensé en théorie pour l'instruction publique et transposé. Ce point-là est fondamental. Quand on sait qu'un enfant coûte, en gros, je suis désolé de poser des chiffres, mais quand la Cour des comptes fait ses calculs, à chaque fois, elle est entre 2000 et 2500 €. Quand le forfait moyen, c'est 1200 et que vous êtes très content avec 1200, il y a une arnaque, c'est-à-dire que vous avez des parents qui payent des impôts et vous leur dites en plus, payez des contributions plus chères. Donc ensuite, on met en place, on s'est engagé à l'enseignement catholique, beaucoup le faisaient déjà, on le fait plus, sur des baisses de tarification, sur des gratuités, sur... Voilà. C'est normal, c'est très bien. Mais quand on vous a mis une marche qui était supplémentaire en vous retirant des moyens équivalents, c'est parce qu'à ce moment-là, je reviens sur mon point de tout à l'heure, vous êtes dans la schizophrénie entre c'est moi qui suis stratège, j'impose les programmes, débrouillez-vous, et je contrôle, je dis bien et je contrôle, et opérateur, et là, je vais privilégier le mien plutôt que l'autre, et à ce moment-là arrive l'opposition publique-privée, amplifiée par des syndicats qui ne rêvent que d'une chose, tous compris,
que de la nationalisation qui est leur fantasme absolu. Ça, c'est un problème structurel, y compris dans l'enseignement catholique sous contrat. Donc si vous voulez commencer à l'intérieur, rétablissons l'équité, que l'équité, rien que l'équité. Une commune qui donne des subventions pour la restauration au public devrait le donner au privé. Si vous voulez changer la règle, à ce moment-là, ça a été évoqué tout à l'heure, la logique structurelle, l'État organise et donne à chaque parent, ou laisse payer chaque parent, ou redonne par la distribution fiscale, un montant qui équivaut à la scolarité et le laisse libre de choisir. Et là, le 17%, il va disparaître et on va faire la réalité des listes d'attente et il y aura 30-40% de parents qui choisiront. Si vous choisissez ça, il faut être un peu révolutionnaire, mais il faut rêver. Mais ça, c'est la vraie équité, la vraie liberté. Répondre très synthétiquement pour laisser la place aux questions, mais en effet, vous posez la question que faire, qui était la question qu'avait posée Lénine. En fait, et je pense qu'il faut être révolutionnaire, en effet, il faut être disruptif. C'est ce que, en tout cas, l'Union des droites pour la République, on s'évertue de faire, en étant disruptif vis-à-vis de la liberté et révolutionnaire sur le principe de liberté de manière générale. Et puis, il faut lutter, c'est ce que je disais au tout début, il faut lutter contre l'hégémonie culturelle de la gauche dans ces questions. Il faut lutter pied à pied, et notamment, je pense, en récupérant le champ lexical. École publique, école privée sous contrat, école privée hors contrat. Je trouve que le hors contrat, le terme, on a l'impression que c'est hors tout, que c'est hors contrôle, que c'est vraiment la grande improvisation, que c'est illégal, qu'il y a des choses qui se passent qui sont terribles dans le hors contrat. Moi, je préférerais qu'on dise école publique ou d'État, voire école associée. Ça, c'est l'école sous contrat, elle est associée à l'État, et puis l'école libre, tout simplement. Voilà, l'école hors contrat, il n'est pas hors cadre. Il est libre. Et la liberté, c'est positif. En tout cas, en France, c'est le premier mot de notre devise. Merci. Alors, je vous invite à poser quelques questions. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Je m'appelle Ségolène de Windel et en fait, je travaille sur un projet de création d'école après avoir enseigné pendant 20 ans les mathématiques que j'enseigne encore en fait dans le cadre de l'éducation nationale dans des enseignements, dans des écoles sous contrat catholiques. Je voulais revenir sur ce que vous disiez. J'ai deux questions, mais je pense que je vais en poser une. Et puis après, si la salle manque de questions, je reviendrai avec la seconde. Ma première question, elle porte vraiment sur cette articulation entre l'éducation nationale et les écoles privées sous contrat. Alors effectivement, l'éducation nationale, à un moment donné de son histoire, s'est vue comme pouvant détenir un certain monopole sur l'éducation des Français. Il n'en reste pas moins que depuis que les lois Debré, je crois, existent, il y a quand même cette ouverture qui est, à mon sens, est quand même une grande chance pour beaucoup d'établissements de pouvoir à la fois enseigner avec une certaine marge de liberté tout en bénéficiant de conditions assez favorables, ne serait-ce que d'un point de vue économique. Et cette possibilité obtenue de haute lutte et qui néanmoins est, je pense, une grande richesse. Aujourd'hui, près de, je ne sais pas, 40 ans ou 50 ans après, on constate qu'elle a recréé un oligopole, un monopole dans le système de privé sous contrat. Il y a aujourd'hui une part absolument dominante de l'enseignement catholique qui est, voilà. Et la question que je me pose pour faire court, c'est pourquoi est-ce que depuis que cette loi a été mise en place, les établissements privés sous contrat ne sont pas plus représentatifs d'une diversité de projets à la fois laïques, voire peut-être même interreligieux? Pourquoi aujourd'hui il y a encore 95% des établissements privés sous contrat qui sont dans l'enseignement catholique? Alors, je pense déjà que c'est un héritage de notre histoire. L'Église catholique étant là depuis 1500 ans, elle a une petite priorité sur la structuration du milieu éducatif. Mais c'est aussi car l'État n'appuie pas tant que ça en réalité l'innovation pédagogique que dans le sous-contrat. On a pu en avoir des exemples tout à l'heure, mais les contrats d'association ne sont pas toujours donnés, etc. Il y a quand même des réticences. Et moi, je m'interroge vraiment, alors je n'ai pas la réponse. Les politiques n'ont pas toujours la réponse, ils doivent aussi passer un certain temps des fois à réfléchir, c'est mieux d'ailleurs.
Je ne sais pas si la loi Debré en fait n'a pas fini par se retourner contre le principe de liberté scolaire et que les contrats d'association ont fini quand même par donner un monopole très puissant, enfin une place très puissante de l'État quand même dans l'enseignement privé sous contrat. Ça, je n'ai pas de réponse, donc pour le coup, je ne pourrais pas. Je vous laisse la parole. Juste un petit mot. Ce qui est certain, c'est que les contrats, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une sorte d'appel d'offres pour un certain temps, contrôle, et puis éventuellement remise à disposition de nouveaux contrats, comme dans n'importe quel secteur, mais ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, la plupart des établissements sous contrat n'ont même plus leur contrat physiquement, ils n'ont plus le papier. Donc en fait, ça se reconduit par tacite conduction, sans qu'il y ait une pensée. Est-ce que cette école mérite son contrat ou pas? Est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre qui le mériterait plus? C'est une pratique qui s'est installée comme ça, avec un élément conservateur assez fort. Dans le médico-social, une autorisation, c'est pas vieux, cette réforme, c'est valable 15 ans, avec un système d'évaluation. Donc j'abonde dans votre sens sur la question du contrat. La question que vous posez, en fait, c'est est-ce que c'est un baiser de Judas, quoi? Soyons clairs. Après, ça dépend comment vous le vivez. Et moi, je suis pas totalement d'accord. Enfin, et je reviens sur ma question régulateur ou stratège. Si vous êtes stratège, vous ne vous posez pas la question de savoir, en 2025, comment vous contrôlez un établissement catholique sous contrat. C'est un petit sujet de débat ces derniers temps. Il faut les contrôler. On va en contrôler 1000. C'est très bien. Sauf qu'on n'a pas le guide pour contrôler, parce qu'en fait, on n'a jamais regardé vraiment, et on ne s'est jamais posé la question de cette distance entre centrale et l'établissement. La deuxième chose que vous posez, il y a un biais technique, je reste sur ces biais. Le contrat est très bien si vous le vivez dans l'esprit du contrat. Quand on vous arnaque sur les forfaits, parce qu'il faut l'appeler comme ça, la chose, vous biaisez le système. Quand on empêche des créations, l'enseignement catholique, dans un certain nombre de territoires, a porté des classes sous contrat d'autres confessions pour appuyer le développement. Peut-être aurait dû faire-t-on plus, peut-être. Mais en fait, vous avez une régulation qui peut arranger. Le mammouth peut avoir un petit mammouth aussi. Et forcément, l'enseignement catholique n'est pas un monolithe, donc il y a des débats. Et ce débat sur va-t-on vers un curseur plus centralisateur, garde-t-on cette deuxième place qui arrange tout le monde, ou s'ouvre-t-on? Je pense qu'on est à la charnière de cette question pour ceux qui se la posent. Beaucoup ne vivent pas ce problème-là. Et il y a un intérêt à ce qu'il y ait une offre large. Et moi, je le dis du point de vue des OGEC, il y a un intérêt à ce qu'il y ait plusieurs formes de pluralité, confessionnelle, mais pas que confessionnelle. Le caractère propre, il est aussi sur des prises en charge du handicap, il est aussi sur du propre, en fait, ce qui est en dehors du socle d'instruction. Le dernier piège, parce que je pense que c'est ça que vous pointez, c'est quand le socle d'instruction, vous l'étendez à des choses qui ne sont pas du périmètre de l'instruction. Et là, votre contrat, votre baiser de Judas, vous le sentez basé, mais il est possible dans le contrat d'occuper la place, de combattre, et dans l'enseignement catholique, mais dans les autres... S'il y a suffisamment de cerveau et d'énergie, ça va bien se passer. Par contre, il ne faut pas juste se laisser faire et se cacher et s'endormir, comme partout. Bonjour, Emmanuel Fayad. En fait, je possède et dirige un établissement international privé hors contrat bilingue à Boulogne. Donc j'ai une remarque et une question. La remarque, on parle d'égalité, mais pour moi la vraie égalité, c'est la qualité du programme et des enseignants, qu'on soit privé ou public. Et ça, c'était pas abordé dans ce que vous avez dit. Et le choix pour un chef d'établissement de choisir ses enseignants et s'en séparer s'il considère qu'ils ne sont pas à leur place. La question, en fait, qui sera un peu provocatrice, mais Anne me connaît, c'est, vous parliez tout à l'heure de syndicats. Moi, je dis souvent, la France est le dernier pays occidental de culture socialo-communiste. Comment vous, en tant que représentant de la nation, vous pensez faire évoluer les choses quand on voit qu'hier, le Figaro, qui, contrairement à ce que disait Bernard Arnault du Monde, n'est pas un journal LFI, sort un article sur les établissements bilingues, et il ne parle
que des sections internationales, donc du public, et des établissements privés hors contrat. Alors que les seuls établissements bilingues en France, réellement bilingues, sont hors contrat. Voilà, c'était ma question. Donc, comment vous pensez faire évoluer ce problème ? Vous mettez le doigt sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est en effet la lutte pour l'hégémonie, la lutte contre l'hégémonie culturelle de la gauche dans notre société. Il faut que nous portions ces principes, il faut que nous les discutions dans ce type de cadre, que les journalistes aussi s'en emparent. Il faut oser déranger l'hégémonie culturelle de la gauche, en sachant très bien que nos propositions vont rencontrer une bronca phénoménale. Mais bon, vous savez, moi, quand j'auditionne à l'Assemblée nationale les syndicats d'enseignants, c'est jamais une partie de plaisir. Mais au moins, les choses avancent. Enfin, on est quand même dans un dialogue. Il y a quelque chose qui se passe sur l'autonomie des chefs d'établissement et de manière générale l'autonomie des établissements. Je vous rejoins totalement, et même j'ajouterai quelque chose pour avoir longtemps travaillé dans l'éducation nationale auprès d'une chef d'établissement. Je pense que les chefs d'établissement doivent pouvoir choisir, ou en tout cas partager le recrutement des enseignants avec d'autres, peut-être pas qu'il ne doit être seul, hein, il ne faut pas non plus laisser le chef d'établissement seul face à cette décision qui est une décision énorme, mais il doit en tout cas avoir la responsabilité. Tout ça pose la question de qui est responsable en fait, parce que dans l'éducation nationale, le niveau des enseignants, personne n'en est responsable, personne. Donc qui en est responsable? Et au-delà, je pense qu'on a un problème administratif aussi dans les établissements. Et il faut que les chefs d'établissement puissent choisir notamment dans le public, choisir leurs collaborateurs, leurs proviseurs, leurs adjoints, leurs gestionnaires, leurs secrétaires, leurs assistants de direction. Les chefs d'établissement sont les seuls chefs dans ce pays qui ne choisissent pas leurs subordonnés directs. Et quand on ne choisit pas, et donc on ne peut pas vraiment créer une équipe. Et donc quand on ne crée pas une équipe, et des fois les chefs d'établissement arrivent dans des établissements où les gens sont là depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que ça. Et la première chose qu'ils entendent, c'est « Ah oui, mais du temps de nanana, c'était pas comme ça ». Et donc il y a toujours un an où vraiment le chef d'établissement doit s'imposer dans sa propre équipe. Donc je pense que pour le coup, la liberté de choix de l'équipe administrative serait déjà une belle avancée. Je crois qu'il faut que j'aille sur CNews. Juste un complément pour la liberté du choix, oui, et elle passe aussi par ce choix des équipes. Après, sur la question syndicale, juste pour info, le 18 septembre dernier, de mémoire, un communiqué de la Fédération des OGEC et de l'ensemble des organisations professionnelles de chefs d'établissement a rappelé à la CFDT qu'elle ressemblait à une 5e colonne dans l'enseignement libre. Depuis, notre dialogue s'est tendu, mais c'est un dialogue. Le fondement de ce sujet n'était pas un sujet de dialogue pécuniaire, on va dire, mais une question fondamentale de savoir quelle vision on avait. Et je reviens sur ma première question. Il est de notoriété publique qu'un certain nombre de syndicats représentés chez nous, avec le faible taux de participation qu'on connaît tous, la faible défense des vrais intérêts des salariés, enfin voilà, c'est pareil, portent un projet par leur fédération principale qui est de nationalisation pure et dure de tout ce qui ne ressemble pas à de l'instruction publique. Donc, au bout d'un moment, les attaques et les tracts successifs nécessitaient un rappel à l'ordre. Ce rappel à l'ordre amène des combats judiciaires, peu importe. Mais le combat qui est derrière ça est un combat pour la liberté réelle. Et celui-là, il est certain que quelques-uns, y compris au sein de nos propres forces, ne le portent pas. Voilà. Alors, on est cohérent. Si on a envie de porter un projet de nationalisation, on va bosser là où ça ressemble à la nationalisation. Voilà, on n'est pas forcé de se faire violence à venir dans un établissement privé. Qui plus est, s'il y a une croix ou une étoile de David quelque part et que ça fait mal tous les matins. Voilà, t'es pas obligé. Mais la précision a son importance parce que parfois on a cette petite schizophrénie aussi. Bonjour, ma question est pour M. Guéret. Vous nous avez fait un très beau topo sur la liberté et sur la nécessité de choisir en fonction de la liberté, etc. Je suis absolument sûr, au bout de 45 ans d'expérience, que la plupart des parents ne sont pas en mesure de choisir la liberté, pas du tout, et que 98% des profs ne sont pas non plus en mesure d'exercer la liberté. 2 exemples. Imaginons que vous ayez un enfant qui entre en grande section de maternelle. Et vous avez 2 écoles. Vous en avez une qui dit « Ici, nous apprenons à lire en méthode idéovisuelle » et l'autre qui dit « Ici, nous apprenons à lire en méthode alpha-syllabique ». Combien de parents comprennent de quoi il s'agit? De surcroît,
combien d'instituteurs, je préfère dire instituteurs, hein, moi, professeur d'école, ça me sort par les yeux, combien d'instituteurs sont capables actuellement d'apprendre à lire en méthode alphasyllabique, qui est la seule d'ailleurs qui donne des résultats réels. C'est-à-dire qu'en fait, l'exercice de la liberté, si la liberté n'est pas dirigée par des gens qui savent, et ça frise effectivement le fascisme, hein, qu'est-ce que je vous dise. Ils ne peuvent pas choisir. Ils le savent d'autant moins qu'ils seront plus ou moins illettrés eux-mêmes. Et il y en a un certain nombre, là, quand même, hein, comme ça. Ils le seront d'autant moins qu'ils auront eux-mêmes appris à lire dans des méthodes aberrantes. J'ai fait un article il n'y a pas très longtemps en expliquant que les 3/4 des députés LFI appartenaient à ce que j'appelle la génération Ratus. C'est-à-dire ceux qui avaient appris à lire avec une méthode de lecture totalement aberrante à partir de la fin des années 80. Ils ont eu de la chance, hein, ils ont eu la loi Jospin et Ratus. Et le voile à l'école. Voilà. Cette génération-là est extraordinaire. C'est là que sort de Logu, par exemple. Hein. Mais c'est pas possible, l'exercice de la liberté, tant que les gens n'ont pas la connaissance qui leur permettrait d'évaluer cette liberté. Vous avez cité les débats qu'il y a eu à la Révolution sur ceux qui voulaient enlever les enfants à leur famille, etc. Le Pelletier de Saint-Fargeau, par exemple, etc. Mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Il s'agissait de les enlever à l'idéologie royaliste que la Révolution combattait. Alors, je vous le dis, moi, j'habite Marseille. Il y a les 3/4 des enfants marseillais que j'enlèverai volontiers à l'idéologie islamiste dans laquelle ils vivent. Vous voyez, au mépris de la liberté d'école de leurs parents. Qu'en pensez-vous ? Je vais vous répondre pour ne pas vous répondre. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est la différence. Quand je vais choisir une voiture, en plus moi j'ai des choix de voitures particuliers, je suis ni garagiste, ni mécanicien, ni rien. Mais j'habite dans un pays où j'ai le choix de ne pas avoir une Trabante ou une Trabante. Donc voilà. Donc je ne peux pas répondre à votre question, parce que je ne considère pas les parents comme des débiles. On a le même droit de vote, on vit dans le même pays, on a la même citoyenneté. Et à la limite de la dernière exception que vous posez, qui est des règles de base de vivre ensemble, mais pas de règles très étriquées, de règles très larges, à la limite de celles qui sont criminogènes. Pour le reste, les parents s'éclaireront comme ils le veulent, ils en sont responsables, ils sont adultes. Parce que si on va jusqu'au bout de la réflexion, s'ils sont débiles, qu'il faut que je leur fournisse une école, bah autant qu'à faire, je vais leur retirer le droit de vote, ça ira plus vite. Et je ne peux pas considérer ça. Donc, oui, mais moi, je ne peux pas vous répondre, parce que si je vous réponds, je franchis cette ligne qui dit que je suis plus à même qu'un parent à choisir. Et si je prends ma propre situation, j'ai beau réfléchir, je ne sais pas si les choix que j'ai faits avec mon épouse pour mes enfants sont les meilleurs. J'en sais rien. On essaye, on s'éclaire, mais sait-on maîtriser l'avenir ? Non. Et est-on plus intelligent que le parent d'à côté ? Bah non. Donc si on part de ce principe-là, bah que chacun se débrouille, c'est un pays de liberté. Le problème de la liberté, c'est qu'on fait des erreurs. Les erreurs, on est censé payer l'addition. Ça, c'est la vie. Mais par contre, quand vous faites des succès, bah ça marche mieux. Et donc je crois à cette liberté. C'est pour ça que je dis, pour moi, il ne peut pas y avoir consubstantiellement d'égalité s'il n'y a pas la liberté au départ. Et donc, tant pis s'ils se plantent. Ils sont adultes et ils ont choisi de faire des enfants. Ne les prenons pas eux-mêmes pour des enfants. Voilà. Par contre, il faut leur proposer du choix. Ce sont leurs enfants qui vont payer. Juste un élément de complément. Aujourd'hui, il y a la plupart des personnes qui font des choix par défaut, puisque la carte scolaire et la gratuité et la proximité et toute la facilité symbolique et pratique du public vous attire quand vous n'êtes pas trop investi, ou que vous n'avez pas le temps, ou que vous êtes primo-arrivant, ou que vous ne maîtrisez pas les codes, vous attire dans la trappe à ignorance qu'est l'école publique. La plupart du temps, évidemment, il y a des bonnes écoles publiques, on est d'accord. Mais il y a beaucoup d'écoles publiques qui sont malheureusement une assignation à l'échec. Et ça, c'est facilité par le fait qu'il y a effectivement cette capacité à ne pas faire de choix. On peut faire des choix par défaut, et tout vous pousse à ce choix par défaut. Et donc, il y a un tri qui se fait, un tri social qui se fait entre ceux qui se posent la question de « qu'est-ce que je veux pour mon enfant ?»
et ceux qui ne se la posent pas, parce qu'après tout est organisé pour ne pas se la poser. Et c'est pour moi là la première véritable inégalité à combattre. Alors évidemment, à gauche, et ça m'étonne de vous entendre ça de votre part, Jean-Paul, à gauche, il y a toujours cette idée que les pauvres ne sont pas capables de faire bon usage de la liberté. Et moi, je trouve que c'est le mépris social le plus faramineux qu'on ait jamais entendu sur cette terre. Oui, merci pour tous ces débats. Laurent Dupuis, de la Fondation Potentiel et Talents, et d'une structure qui s'appelle la FET, la Fédération des écoles de la transition éducative. Pour ceux qui se posent la question, dans l'année prochaine, on va fêter les 80 ans du projet Langevin-Vallon. Et il faut quand même se souvenir que c'est le général de Gaulle qui a confié à Langevin puis à Vallon, qui est décédé entre-temps, tous les deux communistes, de réfléchir au projet éducatif de la France. Donc ça fait 80 ans que les graines sont là et se développent. Donc effectivement, il y a un besoin fondamental de réfléchir et d'avoir une contre-proposition intellectuelle sur un nouveau système. Et c'est vrai qu'il faut notamment soutenir les écoles innovantes. Donc je ne sais pas ce que vous faites concernant les écoles qui innovent et qui essayent de développer de nouvelles choses au niveau de l'approche pédagogique. Écoutez, je vous ai déjà aidé à créer une fondation pour soutenir les écoles innovantes, donc j'estime avoir fait ma part. Et pour le reste, eh bien, dans le cadre de la Fondation Kairos pour l'innovation éducative, on soutient les créations d'écoles, on soutient les créations de structures. On a même 2 prix, le prix Kairos de la nouvelle école, donc qui récompense avec un prix très important, puisque c'est 30 000 € pour le premier et 8 000 pour le deuxième. On récompense les écoles les plus créatives, les plus innovantes. Et puis, on crée, à partir de cette année, le prix de la croissance, prix Kairos de la croissance, qui est un prix pour le, comme on dit en franglais actuel, pour le passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui se développent au début, puis ensuite, c'est difficile de changer de taille. Et donc là, il y a un deuxième prix qui intervient. Donc voilà, on est vraiment au cœur de notre action au niveau de la Fondation Kairos pour l'innovation. Et ça passe aussi par une dimension intellectuelle, ça passe aussi par des bourses. Donc on réfléchit à la possibilité aussi de financer des bourses d'études. Et ces colloques sont un lieu justement pour innover, mais en intégrant les dimensions politiques, parce que des gens qui innovent, il y en a plein. Je pense à Céline Alvarez, par exemple, qui avait fait des choses assez remarquables, mais elle a été brisée, intégralement brisée. Donc une des capacités de l'éducation nationale, c'est précisément celle d'éviter les diffusions des bonnes pratiques. Elle est championne là-dedans. Donc il ne suffit pas d'innover, il faut créer un terreau favorable, trouver la manière de le mettre en valeur et ensuite s'assurer qu'on ait suffisamment de liberté et de protection pour éviter que ça soit étouffé. C'est quand même assez compliqué. On s'arrête pour respecter notre horaire. Une dernière question. Bonjour. Ma question. Donc on constate depuis longtemps dans certains milieux de l'éducation nationale une forte hostilité vis-à-vis de l'enseignement privé. Et moi, il me semble que, de façon analogue, au sein de l'enseignement privé sous contrat, maintenant, il y a une hostilité qui se développe vis-à-vis des écoles libres. Est-ce que vous avez ressenti ce phénomène ou pas ? Oui, c'est une réalité parce que quand on se parle pas, on finit par se diviser. Je rappellerai que si on reprenait ma première vision, nous sommes tous porteurs d'un projet éducatif. Il a des formes différentes et on devrait plus être dans une logique de cooptation, de coopétition, puisqu'en fait, si vous accompagnez un enfant, c'est pas un enfant en moins ailleurs. Hein. Donc là, c'est une question d'état d'esprit, de décloisonnement nécessaire. Je ne pense pas, même si on aime bien s'enfermer dans des cases, que l'enseignement catholique aujourd'hui soit hostile, sous contrat majoritaire, soit hostile au hors contrat. Premièrement, on l'évoquait tout à l'heure, on a du hors contrat dedans. Deuxièmement, nous avons des affinités et un point commun sur la liberté. Peut-être est-ce pas assez exprimé comme forme d'amour, peut-être pouvons-nous améliorer ça dans les prochaines années. Peut-être que nous avons quelques changements internes en ce moment qui vont nous amener à ça. Ça fera peut-être du bien à tout le monde. Mais le même amour doit s'exprimer vis-à-vis du public. Nous ne sommes pas dans une opposition. On construit cette opposition. Et je pourrais juste dire un point, c'est que je suis à peu près persuadé que les enseignants et chefs d'établissement, les proviseurs du public,
quand ils avalent l'anti-privé, sortent la banderole, même si ceux qui sortent la banderole sont ceux qui bossent pas. En général, ils sont en décharge totale. Enfin, voilà. C'est pour crier contre des moyens internes. Souvenez-vous que les IPS, qui sont un missile lancé sur l'enseignement catholique, qui a ouvert la bouche pour l'avaler, est à l'origine un jeu syndical interne au ministère de l'Éducation nationale qui souhaite répartir les postes, monte sa moulinette Excel cachée, les syndicats demandent la publication de ce truc qui met 3 ans, la justice dit on publie, et pendant 3 ans, le ministère s'est dit qu'est-ce que je vais faire de ce missile qui m'arrive en pleine tête. Mais à l'origine, c'était pas contre le privé, c'était pour refuser d'être déplacé dans des zones prioritaires. Et là, bon, on a trouvé le pigeon de service, c'est-à-dire l'enseignement sous contrat, et il a pris le missile dans la tête. Mais ça n'était pas ça. Et donc, je suis persuadé que la souffrance du public, quand on la retourne sur le privé, ne résout pas le problème de cette souffrance. Et ça, il faut changer la règle du jeu, il faut discerner. Mais donc, il n'y a pas de désamour. Mais on peut peut-être faire plus d'amour. Ça se ferait du bien à tout le monde. C'est très encourageant. À mon poste d'observation, en tout cas, j'ai vu une très nette amélioration des relations depuis à peu près 10 ans. Ça n'a rien à voir avec il y a 20 ans, quand j'ai commencé à m'occuper de ces sujets, où il y avait vraiment une idée que leur contrat était une sorte de scrupule vivant à l'égard du sous-contrat. Et il y avait même des discours qui donnaient presque l'impression que la catholicité résidait dans le contrat. Et que donc, en étant hors contrat, on était anti-républicain et anti-catholique. C'était quand même la double peine. Et ça a vraiment changé. Et les nouvelles nominations dans l'enseignement catholique sont tout à fait de bon augure, puisque nous avons un évêque chargé de ces sujets en la personne de Monseigneur Mathieu Roger, et un nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique qui est donc va succéder à M. Delorme et qui est Guillaume Prévost. Ces deux personnes-là ont tout à fait la préoccupation de dépasser ces espèces de querelles hors contrat, sous contrat qui n'ont pas d'intérêt, et ont aussi la préoccupation de voir plus large que les petites questions habituelles qu'on traite politiquement et médiatiquement en matière d'école privée. Il y a un enjeu humain aujourd'hui colossal. Notamment, on n'en a pas parlé, mais on pourrait le faire lors d'un prochain colloque. Il y a tous les enfants de l'ASE, vous savez, les enfants donc de la DAS qu'on appelait avant. Ces enfants-là sont en roue libre, ils sont abandonnés par tous. Si on n'est pas capable de se tendre la main entre public, sous contrat, etc., ensemble pour trouver des solutions sur mesure, ça sera une catastrophe honteuse et monumentale. Donc je crois qu'il y a de très bons signes aujourd'hui d'amélioration. Et vous avez vu la qualité de mon voisin, et ça aussi, c'est quand même de très bon augure.